Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Romain Articot, qui est maître de conférence, kinésithérapeute et encore plein d'autres choses. Il va nous expliquer tout ça. Merci de te déplacer chez nous. Avec plaisir. L'idée aujourd'hui, ça va être donc d'apprendre un petit peu plus sur son métier, sur son parcours et sur sa vision au global de la prévention. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ton parcours, parce que je t'ai présenté sous différents métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es et quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Ouais, alors mon parcours, on va reprendre un petit peu la fin de mes études. Alors, peut-être préciser pour comprendre un petit peu ce qui va orienter mes réponses parfois, c'est que du coup, j'ai été aussi comme toi un ancien sportif de haut niveau. Ok. Donc en VTT trial jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Donc j'étais en équipe de France, etc. Et puis après, j'ai un peu quitté tout ça, j'ai fait du badminton en STAPS parce que j'ai découvert le badminton, j'ai un peu lâché le trial, etc. Et là-dedans, j'ai aussi commencé à rentrer en école de kiné. Et donc j'ai découvert le kiné vraiment à la base à travers le sport. Donc j'étais très éloigné de tout ce qui pouvait être les seniors, la gériatrie qui maintenant est mon cœur de métier. Et donc à l'école de kiné, on avait la possibilité à la fin de faire un double parcours, master VHMA, vieillissement, handicap, mouvement et adaptation, et l'année de kiné. Moi, je voulais m'orienter vers ça, je voulais m'universaliser, comme on disait. Et donc, j'ai choisi de faire les deux à la fois. Puis après, j'ai fait un master de VHMA, parce que j'avais envie de donner des cours. Ça me passionnait, enseigner, transmettre aux jeunes et même aux autres kinés, etc. Je voulais vraiment faire ça. Et puis après, du coup, j'ai continué en doctorat. Donc, j'ai fait une thèse au laboratoire SIAMS, qui est à la fac Paris-Saclay. D'accord. Et derrière, j'ai jamais trop lâché la recherche et l'enseignement parce que j'aimais trop enseigner. Mais du coup, tu es rentré sur le master VHMA pour ensuite, dans la vision d'avoir une thèse pour l'enseignement. C'était vraiment ça? À la base, non. À la base, je voulais juste un master 2. Ok. Mais en fait, j'étais plutôt mauvais élève en kiné. J'allais pas trop en cours. Okay. Je trouvais que les profs, ils nous donnaient des supports et des façons d'enseigner pas très intéressantes. Avec nous, on était beaucoup enseignés à l'époque. C'est plus le cas maintenant, mais à l'époque par les médecins qui nous faisaient des listes à puces, des PowerPoint de 200 diapos à apprendre par cœur. Du coup, je venais pas trop. J'ai redoublé même ma première année de kiné, etc., pour partir faire du badminton en Chine. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais vraiment pas dans le système. Et je me suis juré que moi, mes étudiants, ils aimeraient bien venir en cours avec moi. Que ça serait peut-être un des premiers de mes objectifs. Sauf que pour ça, il fallait avoir un master 2. Donc, moi, j'y suis allé juste pour ça. Ok, d'accord. Et en fait, à la fac, pour continuer, si tu veux, c'est qu'à la fac, j'ai découvert un nouveau style d'éducation, un nouveau style de pédagogie, la recherche, découvrir, trouver ses réponses soi-même dans une expérience. Là, je me suis dit, c'est complètement dingue, faut que je continue là-dedans. Et donc, du coup, j'ai fait un doctorat. Et après, de fil en aiguille, j'ai jamais lâché l'enseignement, la recherche. Et à la suite de ce doctorat, j'ai fait une qualif de maître de conf. Et puis un poste maintenant de maître de conf à la fac de médecine. D'accord. Alors du coup, on voit un petit peu les différentes casquettes que tu as. Avant qu'on aille peut-être un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment s'articule un petit peu tes heures, ton volume horaire par semaine? Parce que j'imagine que tu as des obligations en termes d'heures à dispenser en tant que maître de conférence et aussi ton métier de kiné. J'ai cru avoir quelques bribes un petit peu tout ça en off. Donc à toi de nous le dire peut-être un peu plus publiquement. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, on va commencer par le côté formel. Maître de conférence, c'est un métier d'enseignant-chercheur fonctionnaire, en fait, payé par le ministère de l'Enseignement supérieur. On doit 192 heures, dès qu'on appelle d'équivalent TD en cours, à sa fac. D'accord. Donc ça, je les donne soit à l'école de kiné, soit donc dans les différents masters de l'environnement Paris-Saclay, on va dire. Donc ça, c'est 192 heures à l'année. Est-ce que tu peux nous donner un repère sur une période scolaire de septembre à juin? Ça représente combien d'heures par semaine à peu près? Oui, en fait, ça représente à peu près 192 heures. Ça représente en moyenne 5 à 10 heures par semaine. Voilà, mais c'est plutôt regroupé. Et puis après, on va avoir des espaces un peu plus libres. L'objectif derrière, après, c'est de dégager du temps pour faire de la recherche. Et la recherche, elle est évaluée souvent par son directeur, donc le doyen de son UFR ou le directeur de son laboratoire. Et l'objectif, c'est de publier des articles dans des comités dans des revues à comités de lecture internationaux. Et là, globalement, il y a rien qui est décrit.
en fonction des recherches qu'on fait, la complexité de ce qu'on met en place, etc. Si c'est des recherches expérimentales ou plutôt cliniques, etc., c'est pas du tout la même chose. Mais globalement, on se doit d'encadrer certains étudiants en thèse qui font des travaux de recherche et de publier 1 à 2 articles dans des revues à comité de lecture internationales par an. Ok. Voilà, c'est à peu près une norme, mais il y en a qui font moins, il y en a qui font plus, il y en a qui font plus d'enseignement. On est quand même très libre et c'est une chance énorme. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté formel. À côté de ça, j'ai jamais voulu lâcher la clinique. Pour moi, c'était trop important d'être devant des étudiants à la fac, que ce soit en licence STAPS, en master STAPS ou en kiné. C'était trop important pour moi de savoir ce qu'on disait, de savoir parler de ce qu'on avait fait la veille avec un patient qui avait pas marché, qui avait raté, etc. J'ai trop vu de profs, toujours pareil, qui avaient arrêté la clinique depuis très longtemps. Quand je dis la clinique, c'est le soin aussi, un enseignant d'activité physique adaptée, un ergothérapeute, n'importe quoi, un médecin, c'est qui avait arrêté la clinique depuis 10, 15, 20 ans et qui nous parlait pas en fait. Mécaniquement, t'es déconnecté. Hein. Voilà, j'avais cette sensation de déconnexion que je voulais surtout pas avoir. Donc j'ai gardé une activité clinique et cette activité clinique, je la fais au pôle olympique BMX, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome national, où j'y suis à peu près 6 à 8 heures par semaine en fonction des besoins et de mon emploi du temps surtout. D'accord. Voilà. Et après, j'enseigne dans d'autres écoles de kiné, mais c'est, voilà, à la marge. Ok, donc du coup, j'imagine qu'aussi ce rythme un petit peu volatile ou qui n'est pas récurrent, régulier, ça te plaît aussi? Oui, ça me plaît beaucoup, même si parfois j'aimerais pouvoir tout arrêter pour pouvoir ne faire qu'un gros projet de recherche très, très profond et très dense, parce que la recherche, ça demande beaucoup de temps. Si on veut pouvoir un peu percer, créer un espace scientifique, c'est très très coûteux. D'accord. Et la concentration aussi, tu vois, de la dispo mentale. Non, j'imagine, en tout cas, bon, c'est intéressant, surtout que du coup, tu peux nous donner ton âge. J'ai 36 ans. T'as 36 ans, donc ça fait pas non plus très longtemps que tu as arrêté les études et que tu es lancé dedans. J'ai arrêté mes études de kiné, je les ai terminées en 2013. D'accord. Et du coup, ton doctorat? Et mon doctorat, je l'ai soutenu en 2018. Ok. D'accord. Ce qui est intéressant avec un profil comme le tien lorsqu'on le reçoit en podcast, c'est que effectivement du coup tu as toutes ces casquettes et que du coup tu peux avoir des visions qui sont complémentaires ou en tout cas diverses sur tout ce prisme un petit peu de la prévention. En l'occurrence tout à l'heure tu nous parlais des seniors. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu à propos de ce type de public-là en étant très généraliste à travers du coup toutes ces casquettes? Je vais juste préciser, j'ai quelques tout petits conflits d'intérêts, c'est que j'ai oublié de préciser que je suis aussi formateur dans des organismes de formation continue pour des APA, médecins, kinés, etc. Donc je parle aussi un petit peu du point de vue de ce que je pense qui est bon à travers tout ça. Bon, la parole est libre de toute manière, c'est aussi le but. Je voulais juste prévenir parce que c'est important, enfin en tout cas je sais qu'on nous le demande en congrès. Ce que je pense à l'heure actuelle d'un point de vue prévention, en France de manière générale, c'est ça la question. C'est ça. Alors, ce que je pense, c'est que il faut pas. Je commencerai par le positif. Il faut pas oublier, pour faire des formations dans d'autres pays comme la Suisse, pour voyager parfois en congrès, etc. Je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir un système de santé qui est extrêmement bien fait et qui essaye tant bien que mal de niveler les écarts socio-professionnels, socio-économiques entre les différentes catégories sociales qu'on retrouve dans la société. Et ça, je trouve qu'on a une chance extraordinaire pour ça. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le manifestes un petit peu tout ça? Ce que moi j'en pense, ouais, sur ce nivellement justement. Alors, en fait, ce que je pense, c'est que surtout sur la prévention en ce qui concerne le vieillissement, les plus gros écarts qu'on retrouve sont dus aux écarts sociaux, économiques, mais peut-être encore plus en fait finalement, mais ça va avec socio-culturels, socio-éducatifs. Oui, je crois qu'il y a des stats qui sont assez flagrantes de toute manière, non? Les stats dans ton sens. Sont complètement flagrantes, oui, tout à fait, dans ce sens-là. Et donc, mais là, je parle de ça en France. Hein. C'est-à-dire que même avec un système de santé qui essaye de compenser, les plus gros écarts sont quand même par les facteurs d'éducation et économiques, malheureusement. Donc ça veut dire que en France, on a la chance d'essayer, en tout cas, de donner la même santé pour tous. Mais malheureusement, on se rend compte
notamment moi pour avoir travaillé, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais 10 ans en hôpital public en gériatrie, donc à la PHP, hein, on se rend compte que finalement les personnes qui sont le plus touchées par le vieillissement, la polypathologie, c'est des personnes avec des niveaux socio-économiques plutôt bas. Et en fait, au-delà de l'accès aux soins, moi je vois le vieillissement et la santé de manière générale comme quelque chose tout au long de la vie. Et on voit bien que de ce point de vue-là, les gens, je vais donner une caricature après pour expliquer ce que je veux dire, hein, mais les gens ne sont pas égaux. Si je compare quelqu'un qui... donc, je vais donner un exemple tout bête. Je compare un médecin avec qui j'ai travaillé, chef de service, chef d'unité, etc., qui vient à vélo. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il a pour des raisons peut-être écologistes, mais aussi parce qu'il sait que c'est bon pour sa santé, qui essaye de pratiquer, donc je parle vraiment de quelqu'un que je connais, hein, qui essaye de pratiquer une activité physique régulière parce qu'il sait que c'est bon, parce qu'il sait que ça a des conséquences ensemble, qui essaye de manger sainement des aliments avec des index glycémiques très bas, etc., pour limiter son rapport à l'insuline, enfin qui va faire attention à plein de choses, naturellement, parce que c'est dans son éducation aussi de ses années d'études, hein. Et qui va régulièrement aller consulter ou faire attention par lui-même à sa santé, etc., etc., qui va transmettre cette culture-là à ses enfants, etc., comparé à un autre profil d'une personne qui n'aurait pas accès à ces connaissances, et moi je les ai vus, ces personnes-là, qui vont avoir une alimentation très déséquilibrée, pourquoi pas, on se rend pas compte, peut-être on en parlera après dans les facteurs du vieillissement, mais prendre des aliments comme boire comme des choses comme du coca, comme des sodas entre les repas, avoir du coup des conséquences sur des pics d'insuline très élevés, développer des diabètes de type 2 précocement. On sait que le diabète de type 2, quand il est développé, il y a des tonnes de tissus dans le corps qui n'ont pas été vascularisés à un moment donné correctement. On pourra y revenir pourquoi, y compris dans le cerveau. On voit des démences vasculaires se développer plus rapidement. Et à 60 ans, en fait, on se retrouve entre deux profils. Un qui est encore capable de courir un marathon et un autre, en fait, qui est en service, SSR, diabétique de type 2 à l'hôpital et qui, dans 5 ans, développe peut-être une démence. Et en fait, et là, on est dans un, je vais conclure là-dessus, mais on est dans un système qui offre le même soin, et malgré ça, les différences sociales restent quand même un facteur prédominant sur le bien vieillir, en fait. Non, effectivement, bon, je pense que des fois on a un petit peu du mal à le verbaliser. Nous, c'est vrai que, enfin, moi en tout cas, je sais que c'est assez flagrant ce que tu dis, et tu fais la comparaison avec deux personnes de 60 ans, mais on peut même se rendre compte qu'une personne de 60 ans qui a eu tout ce bagage socio-culturel avec des bonnes habitudes de vie, de la prévention, d'une bonne hygiène de vie, une personne qui a 40 ans qui n'a pas eu toutes ces bonnes habitudes-là, même s'il y a 20 ans d'écart, le niveau peut déjà être, l'écart peut être abyssal entre ces deux personnes-là. Donc je pense que bon, c'est de moins en moins un tabou parce que les chiffres sont là et ça reste relativement flagrant. Et puis je pense que avec ces dernières années, l'augmentation de la malbouffe, on peut se le dire, de la sédentarité et de plein d'autres facteurs font en sorte qu'effectivement il y a un petit peu une polarisation vers des bonnes ou des mauvaises habitudes qui se voit de plus en plus. Donc effectivement, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Donc ce que tu disais, c'était plutôt un point positif qu'au moins les instances de santé tendaient à donner une réponse équilibrée, mais que tout le bagage qu'il y avait eu avant faisait en sorte qu'il y ait toutes ces différences. Tout ça pour dire que, si tu veux, même si en France, je trouve qu'on a une certaine chance, contrairement aux États-Unis et d'autres pays qui sont où il faut tous payer soi-même, ce que je pense, c'est que la prévention, si tu veux, à l'heure actuelle, hein, de mes recherches et de mes lectures, je pense que c'est carrément à l'école, en fait, qu'il faudrait... Mais quand je dis l'école, c'est carrément la primaire, pourquoi pas le collège. Il faudrait vraiment que n'importe quel enfant d'une douzaine d'années puisse lire les valeurs nutritionnelles derrière n'importe quel aliment, puisse connaître quelle est la recommandation d'activité physique, qu'est-ce que c'est qu'une activité physique aérobie, qu'est-ce que c'est qu'une activité physique résistance, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, pourquoi c'est bon pour ma santé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est bon pour mon cerveau de faire de la résistance. Il faudrait que tout ça soit
dessus, qu'on les évalue là-dessus, qu'ils puissent faire de l'activité physique à leurs copains. Clairement. Et que ça soit pas subi. Moi, je suis pour la prévention. Tu me parles de prévention. Pour moi, la prévention, c'est carrément ça. Je suis pour garder plus longtemps ceux qui sont en retard. Donc, que ce soit, je sais pas, un petit qui est en retard pour des maths, on va le garder un petit peu, on va lui faire un cours individuel. Ou que ce soit une petite qui développe une obésité précoce, qu'on garde aussi, parce qu'on va lui faire un peu d'activité physique, on va lui donner goût au sport, on va lui montrer qu'elle peut y arriver, on va lui montrer ce que c'est qu'un aliment, comment on fait la cuisine. Excuse-moi de te couper. Vas-y, coupe-moi autant que tu veux. Est-ce que t'as pas l'impression que, du coup, le message perçu, et je parle pas pour moi, évidemment, je me fais l'avocat du diable, lorsqu'on parle de la comparaison pour un retard scolaire, on aura toujours tendance à dire que c'est la responsabilité de l'école ou du corps enseignant qui n'a pas réussi à transmettre les bons éléments, alors que, justement, une petite qui serait obèse, on va plutôt transmettre la responsabilité au niveau des parents, et donc, du coup, c'est peut-être la société, ou en tout cas le corps scolaire ou le corps sportif, qui va peut-être se dédouaner de ça en disant c'est des éléments que j'attends de la part des parents. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi un débat qu'on a lorsque je peux voir aux sorties d'école, il y a des débats qui sont autour de ça sur le goûter qu'on donne à nos enfants, qui n'est pas le même goûter qui était il y a 20 ans, et c'est la responsabilité des parents. Est-ce que tu ne trouves pas que du coup c'est des responsabilités qui sont un petit peu différentes ? Alors je comprends complètement ce que tu veux dire. À mon sens, à l'heure actuelle, on dit ça. On dit que du côté santé, c'est plutôt la responsabilité de la famille, et du côté scolaire, ça serait l'école. J'aurais tendance à dire, c'est faux dans les deux cas. Ouais. Je pense que c'est la responsabilité des deux. Seulement, l'école à l'heure actuelle et l'éducation nationale n'a pas fait le choix d'investir du temps là-dedans. Peut-être parce qu'il faudrait que le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale discutent, parce qu'il faudrait que ça se fasse très tôt. Donc, moi, je pense que c'est de la responsabilité des deux à chaque fois, sauf que lorsqu'on dit c'est la responsabilité des parents, moi, je vis dans une cité, ma fille va dans une primaire qui est ZEP, enfin REP, okay. On appelle ça, REP, à Vitry-sur-Seine. En fait, donc je vis là-dedans, mais en fait, ils ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils ne savent pas. Ou alors, il faudrait aussi, eux, les éduquer. Et il y a certains parents qui parlent pas forcément bien français, qui maîtrisent pas forcément les mathématiques, ou qui maîtrisent pas forcément ce que c'est qu'une activité physique, ce que c'est qu'une bonne alimentation, etc. Donc, j'ai tendance à dire, forcément, c'est la responsabilité des deux, quoi qu'il arrive. Et à l'heure actuelle, l'éducation nationale ne parle pas du tout de ça. Clairement pas. Donc, ou à peine. À peine. Ou à peine. À peine, ouais. À peine. Et écoute, déjà c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as des données chiffrées peut-être ? Est-ce que tu pourrais nous éclairer ? Moi, c'est pas des données que j'ai de manière objective sur est-ce que ça serait rentable, au moins d'un point de vue financier, au niveau de la santé, ça on le sait, il n'y a aucun doute. Est-ce que ça serait rentable pour l'État de passer sur justement de la prévention, de la formation et de la prévention dès le plus jeune âge, un petit peu sur ce que tu disais, pour qu'on puisse être tous formés dès le plus jeune âge ? Parce que effectivement, aujourd'hui, savoir lire une étiquette, ou au moins les bases, glucides, lipides, protéines, c'est pas très compliqué. Savoir comment fonctionne le pancréas avec l'insuline, c'est pas très compliqué. Est-ce que c'est rentable ? Bon, alors, je ne veux pas donner de chiffres parce que je les ai jamais lus. Je sais même pas s'il y a une étude qu'on appelle médico-économique ou socio-médico-économique qui a été faite. Mais là, comme ça, a priori, je te dirais c'est forcément extrêmement rentable. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans un service de gériatrie à l'hôpital public, et qu'on peut voir, justement, une des premières choses qui m'a interpellé, c'est j'ai demandé à ma médecin, ma chef de service quand j'étais jeune, je venais d'arriver à l'hôpital, je lui ai dit, mais pourquoi ils sont pour les 3/4 diabétiques ? Pourquoi ils sont 3/4 diabétiques ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle m'a expliqué, parce qu'il y a peut-être un problème, tu vois, avec les catégories qu'on a à l'hôpital public, avec la malbouffe, etc. Je comprenais pas. Faut savoir qu'en gériatrie, alors, on parle de gériatrie hôpital public, okay. Où là, on rencontre les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Clairement. Sinon, les autres, ils vont en clairement. Exactement, on est d'accord là-dessus. Ils sont tous obèses. Mais c'est 85% du service qui l'est. Ouais. Et en fait, on se rend compte que ça les limite dans le mouvement. Comme ils bougent moins, ils sont en moins bonne santé, etc. Donc, si tu veux, pourquoi je pense, pour répondre à la question, que ça serait extrêmement rentable, même si j'ai pas les chiffres, c'est parce qu'en fait, quand on en arrive là, déjà, c'est comme un peu la fragilité chez la personne âgée. Quand on dépasse ce stade-là, ou quand on en arrive là, derrière, c'est très compliqué de revenir en arrière. Très compliqué. Et du coup,
puisqu'on parle de finances, bah, tout de suite c'est un engrenage et c'est des centaines de milliers d'euros parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est ce que ça coûte, c'est des centaines de milliers d'euros pour la collectivité, pour l'État et donc pour les impôts et bah, une nouvelle fois on parle de ça, c'est un sujet qui est épineux mais qui doit être posé, donc je pense qu'on est d'accord dessus. Franchement c'est super intéressant, c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une étude qui soit faite, alors peut-être qu'elle existe, mais c'est vrai que nous, ça nous paraît, en tout cas nous qui sommes dans l'activité physique adaptée, c'est des choses qui nous paraissent relativement évidentes. Pour en discuter avec différents professionnels de santé comme toi, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu le consensus. Maintenant, bah, il faudrait peut-être passer à autre chose, il faudrait peut-être lancer le projet. On sait que ça peut être compliqué politiquement. J'aimerais que tu puisses nous donner ton point de vue aussi sur un élément que tu as commencé à avancer, c'est un petit peu le frottement qu'il peut y avoir entre le ministère de la Santé, le ministère des Sports et peut-être aussi le ministère de l'Éducation. Comment est-ce qu'on fait pour faire travailler tout le monde ensemble, sachant que, bah, comme je disais, il y a des frottements entre tout ça. Ouais, bah, le problème à l'heure actuelle, c'est peut-être un des problèmes de la France quand même. En tout cas, je pense que la France est un peu en retard là-dessus, d'avoir une politique pensée de manière un peu heuristique, un peu globale. C'est compliqué parce que les choses sont très en silo. Je pense qu'on hérite ça de l'après-guerre, où les choses avaient été très cadrées, très centralisées. Et du coup, comme tout est centralisé, difficile de penser, enfin, en tout cas décloisonner un petit peu chacune des... le terme que je cherchais, merci. Et comment faire honnêtement, à l'heure actuelle, pour avoir travaillé un petit peu dans différents endroits, à l'heure actuelle, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais là tu me poses une question où je pense que c'est très difficile. La France, à l'heure actuelle, elle a un système très très descendant, très très hiérarchisé, qui date justement, comme on a dit, de l'après-guerre. Un système, et tous ces systèmes-là dont on parle, c'est des systèmes qui sont publics, avec des fonctionnaires qui sont dans une dynamique très très cloisonnée, hiérarchisée, descendante. À l'heure actuelle, je pense que, mon avis, pour que ça se décloisonne, il faudrait qu'on accepte de diriger les choses par le bas. C'est-à-dire que finalement, ça soit un directeur d'une école primaire qui est... c'est tous les pouvoirs quasiment, enfin quand j'exagère quand je dis les pouvoirs, mais qui soit obligé de rendre des comptes sur les résultats, mais qui sur la manière ne soit pas obligé de rendre des comptes, avec des lignes directrices beaucoup plus souples. Tout simplement parce que moi, ma fille, je parle un peu d'exemple personnel. Il faut y aller. Ouais, clairement. Ma fille, elle a fait, parce que je découvrais le cerveau, etc. à cette époque-là, elle a fait une maternelle Montessori. Et après, maintenant, elle est allée en primaire ZEP. Tu vois. Donc, t'imagines le delta. Le delta. Et ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai pu voir une école Montessori qui fonctionne en toute autonomie, avec pas de directive. Donc, j'ai pu voir aussi les classes de primaire, parce que ça faisait première section maternelle jusqu'à la primaire. Enfin jusqu'au CM2, avec pas de consigne de l'éducation nationale, puisque c'est des écoles autonomes qui sont entièrement financées par les parents. Et j'ai pu voir un autre système, et puis j'ai travaillé moi-même un petit peu dans l'éducation nationale. Et bien, en fait, ce qui change, c'est que quand un directeur d'école peut imprimer sa propre vision dans son éducation, dans ce qu'il pense qui est bon, finalement, il peut avoir à son échelle beaucoup plus de cohérence et surtout un programme qui est parfaitement adapté à son public. À l'heure actuelle, les enfants qui vont à l'école Montessori, dont les parents payent 9 000 € l'année, en fait, ils n'ont pas besoin de la même chose que les enfants qui sont en ZEP+. On peut pas concevoir, à mon avis, c'est à mon sens, d'un point de vue santé, d'un point de vue sport, et d'un point de vue éducation nationale, on ne peut pas concevoir les mêmes. Ça ne peut pas être un programme qui descend d'en haut et qui soit les mêmes pour ces... Moi, j'ai vu les deux types de populations, c'est impossible que ce soit pareil. Il y a des enfants qui arrivent en première section, enfin, qui arrivent en CP, en ZEP, ils parlent 300, 400 mots. Quand ils sortent de Montessori, ils en parlent 5000. Et tu penses pas que c'est aussi corrélé aux parents, un petit peu ce que tu disais? Et même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est complètement corrélé, mais du coup, ça fait que les programmes ne peuvent pas être descendants, central,
les mêmes pour un Parisien du 16e et pour un petite cité. En étant dans les clichés, évidemment. Ouais, je suis dans les clichés parce que justement, c'est les extrêmes, moi, qui m'ont choqué. Et tu te rends compte que il faut pas les mêmes moyens du tout. Il faut pas le même programme. Et je pense que si on voulait que tout ça se décloisonne, ça ne se décloisonnera pas de façon centrale. Okay. Puis surtout que le système, pour y avoir travaillé dedans, il est très rigide de par sa hiérarchisation, de par les strates de direction, de par la façon dont il a été conçu. Et du coup, quand on essaie, je te donne l'exemple, moi par exemple, à l'heure actuelle, quand j'essaie d'arriver avec une pédagogie un peu disruptive ou innovante avec mes étudiants, etc., ça dérange beaucoup, tu vois, les gens sont pas forcément prêts à ça. Moi je suis arrivé en disant, moi mon objectif principal c'est que d'abord les étudiants s'amusent, et après on voit ce qu'on apprend, tu vois. C'est ça Et il y a des gens qui m'ont dit ah non, ça c'est pas possible. Et je leur ai dit bah alors ça sera sans moi. On m'a dit ah d'accord, bah alors on va continuer. Mais tu vois avec un besoin de passer en force pour faire passer des choses nouvelles. Et donc dans cette idée, si tu veux tout fusionner, je pense que tu es obligé de redescendre à l'échelle locale et de donner du pouvoir à des gens qui ont des idées, qui ont des envies. Ok. Et donc le risque qu'on pourrait penser, une nouvelle fois je me fais l'avocat du diable, hein, le risque c'est si on donne énormément de responsabilités à des individus et non plus au système, il peut y avoir des failles individuelles qui seront imputables du coup à des personnes, et ça peut être le risque. J'imagine que c'est ça. T'as complètement raison. Ok. Et du coup, des écarts. Et du coup des écarts. Mais en fait les écarts ils sont déjà là. Ok. Non, mais je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Et c'est ça le problème. C'est le risque. Et c'est ce qu'on veut pas. Et c'est aussi, post-guerre, on a voulu un peu faire une éducation qui soit un peu comme à la chaîne, un peu comme à l'usine, et qui soit toute la même pour tout le monde. Et en fait, ça marche pas. D'accord. Et donc, le risque, t'as raison, de faire ça, c'est qu'il y a peut-être des endroits où ça soit mal fait, des gens qui tiennent pas qui soient pas au niveau, ou qui fassent mal les choses, avec des écarts peut-être à cause de ça. C'est le risque. Mais je vois pas comment redonner un peu de une âme à tout ça. Tu vois? Non, je comprends bien, mais de toute façon, c'est des débats qu'il faut avoir. Aujourd'hui, le système, comme tu le dis, il ne semble pas être parfait parce qu'il y a des écarts. Ouais. Il faut essayer de tendre vers quelque chose qui le soit un petit peu plus, mais on peut pas non plus tout modifier. Et puis surtout, il faudrait que ça puisse passer, qu'on puisse donner des responsabilités qui puissent être au niveau, si je puis dire. Écoute, c'est très intéressant. J'aimerais que tu puisses nous donner un petit peu tes moyens. Je sais que tu es un professeur qui est très apprécié par ses élèves. J'ai eu des échos ici même au sein de l'agence. C'est un autre sujet. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais pour enseigner d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut voir au niveau académique? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ouais, je sais pas si je suis très apprécié. En tout cas, je prends du plaisir, en tout cas, à aller en cours avec mes étudiants. Okay. Et mon objectif principal, justement, c'est qu'ils en prennent aussi. C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, moi, j'ai eu un parcours scolaire difficile jusqu'à la découverte de la fac, en fait. Okay. Difficile parce que vraiment je prenais pas de plaisir. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient beaucoup sur mon dos et mais je pense que j'aurais pu décrocher plein de fois. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'étais toujours pas passionné de l'enseignement parce que j'entraînais par ailleurs en VTT ou en badminton, etc. Et je voulais transmettre quelque chose. Et je me suis dit que je ferais en sorte de pas donner la même sensation que j'ai eue à mes étudiants. Et du coup, l'objectif, ça a été, comme je disais tout à l'heure, d'abord, on prend du plaisir. J'avais cette sensation que l'apprentissage, l'attention, permettait de tout apprendre. Si on avait si on avait le plaisir, la passion, tout était possible. Et du coup, c'est quoi tes armes pour que les étudiants puissent apprécier leurs cours, au-delà du fait que toi, tu apprécies donner les cours? Déjà, je crois qu'il faut arriver avec l'intention de prendre du plaisir avec ses étudiants. Évidemment. Et pas de leur transmettre un contenu qui soit et pas de leur transmettre un socle de connaissances, pas de leur faire avaler tous nos diapos. Tu vois, je pense que déjà mon arme principale, c'est de me dire
je sais pas ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, mais déjà, on va faire connaissance, on va voir ce qui se passe. Donc ça, c'est l'objet. Et surtout, je veux qu'ils s'amusent. Et des fois, je peux passer une demi-heure à discuter avec eux et laisser tomber complètement le cours s'il faut, tu vois. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Après, je dirais que l'autre clé, c'est la relation humaine, quoi. C'est-à-dire essayer d'être un peu comme un comédien ferait du théâtre. Et il essaie d'être connecté au rire, d'être connecté au regard de ses étudiants, etc. L'important, c'est le moment présent, de l'échange entre deux groupes de personnes, etc. Je pense que ça, c'est le plus important, parce qu'en fait, ce qui plaît à l'heure actuelle dans le fait de venir en cours, c'est comme écouter, je dis toujours ça, c'est comme écouter un musicien ou un chanteur chez soi. Il y a des gars que tu écoutes dans ton casque toute la journée, etc. Mais tu as envie d'aller les voir quand même. Ouais, tu vas clairement. écouter la même chose, c'est la même chose qu'il va te faire en concert, mais tu veux aller le voir en concert. Pourquoi ? Parce qu'en concert, eh ben, il te propose quelque chose de différent, une expérience. Et ben, je pense que c'est ça, en fait, un bon cours. Et après, honnêtement, je pourrais dire, oui, ça va se jouer au fait qu'il faut pas avoir une pédagogie descendante, une pédagogie horizontale, il faut avoir un support qui soit attrayant, mais en fait, plus j'ai de temps, plus j'ai de recul avec mes enseignements, plus je pense que c'est un instant qu'il faut réussir à créer entre nous et les étudiants. Je comprends. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui sont difficilement enseignables aussi, du coup. Alors, tout le problème, c'est comment le transmettre à un autre enseignant. Un autre enseignant, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Ben, Ça, c'est à enseigner à d'autres enseignants pour qu'on puisse avoir ça, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce débat il y a quelques années, en tout cas, je me rappelle sur comment est-ce qu'on fait pour captiver l'enfant, on doit mettre la main sur la table ou pas, il y avait un petit peu ces débats-là, et on avait l'impression qu'on essayait de vendre un petit peu du charisme, alors qu'au final, ça s'apprend pas spécifiquement, et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça dans ce que tu dis. Mais c'est intéressant. Du coup, je me permets d'avancer. Ça veut dire qu'au final, peu importe le contenu ou le cours que tu donnes, c'est plus la manière et ton savoir-être qui va faire la différence et qui va peut-être plus captiver les élèves. Je pense. Je pense que c'est pas lié au contenu, c'est pas lié à la forme, c'est lié exactement au savoir-être de la personne et potentiellement au charisme. Par contre, je suis pas sûr que ça s'apprenne pas. Ok, d'accord. Je suis pas sûr que ça s'apprenne pas, mais sauf qu'en fait, on se focalise pas sur les bonnes choses. Il faudrait se focaliser sur la même chose qui fait qu'un comédien est bon. Bon, après, il y aura toujours des gars qui ont le truc. Évidemment. C'est sûr, évidemment. parce que tu vois, c'est ce qu'on peut appeler du soft skill, tu vois, tu l'as pas, c'est de ton éducation, etc. Mais je pense que si on devait passer du temps à apprendre à quelqu'un à être prof, il faudrait se rapprocher plus de cours de théâtre et d'éloquence que de cours de sciences de l'éducation. Ok, ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Je crois avoir l'idée, c'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. Romain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes prochaines années, pour tes prochains projets? Parce que tu m'as dit qu'aussi tu étais du coup à Villejuif je crois pas que tu en aies parlé au début du cours, on en avait parlé un petit peu avant, sur ton cabinet. Comment vont se passer tes prochains mois, tes prochaines années avec tous ces projets et tout ce bagage? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est-à-dire faire de la recherche de haut niveau. Okay. C'est à l'heure actuelle, donner des cours, j'adore ça, c'est facile. Être avec un patient, c'est très facile. C'est de la relation humaine, encore une fois, c'est vraiment génial, c'est du plaisir. Par contre, faire de la recherche, écrire des articles, répondre à des reviewers avec lesquels je suis pas d'accord ou qui n'ont pas été sympas avec ce que j'ai écrit, qui contestent, etc. Tout ça, c'est un travail que tu fais devant ton ordinateur. C'est pas triste, mais quand même pas loin. Et pourtant, c'est hyper important parce que c'est ça qui diffuse la connaissance, c'est ça la science. Et à l'heure actuelle, je rêverais d'être capable de produire de la recherche de haut niveau. Et j'en suis très bon. Ok, qu'est-ce qui te manque du coup? Il me manque, je pense, de la capacité à me concentrer tout seul sur des tâches profondes pendant des heures, réussir à remplir des dossiers pour faire des appels pour décrocher des fonds, des financements. Tu vois, la recherche, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose de très complexe parce qu'il faut être capable d'aller rechercher de l'argent avec des gros dossiers, être capable d'avoir un appui politique, être capable de, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est pas facile. Enfin, en tout cas pour moi. Ok, donc si je résume, c'est aussi un manque de temps peut-être qui te
permettrait de pouvoir te concentrer et dégager du temps pour répondre à ces appels d'offres et soulever ces fonds. C'est compliqué je pense pas que ça soit, enfin, me concernant, Ouais. c'est à l'heure actuelle, c'est que ce genre de tâches-là, je les procrastine un peu. Ok, d'accord. C'est mon point faible. Ok, bon, bah, on a un axe de travail pour toi alors. Ouais, un gros axe. Bah écoute, Romain, je te remercie d'avoir pu nous donner ton précieux temps. Je pense que c'était super intéressant. En tout cas, je me suis régalé. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, bah, on enseigne. Enfin, moi, je suis pas enseignant. Hein, je suis intervenant extérieur au même UFR. Donc, on aura peut-être l'occasion de se recroiser. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été Merci un à toi. plaisir pour moi aussi. Merci.